Alors Al-Qaïda a beaucoup changé entre 2001 et aujourd'hui. Nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde, car Daesh demeure une menace, et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité de votre gouvernement. Je veux ici vous redire l'engagement de la France au sein de la coalition et à vos côtés. Il a d'abord rompu avec la famille royale saoudienne, avant ensuite de déclarer le djihad aux États-Unis. Ce groupe a été créé probablement vers la fin 87, début 88. Et pour comprendre l'origine de ce groupe, il faut revenir au djihad en Afghanistan dans les années 80. À cette époque-là, donc l'Union soviétique avait envahi l'Afghanistan, une résistance locale s'était mise en place, résistance afghane des Moudjahidines, et un mouvement de solidarité s'était développé dans le monde arabe, enfin dans le monde musulman. Et un certain nombre d'individus étaient donc venus sur place dès le début des années 80 pour essayer d'enclencher ce mouvement de solidarité. Abdallah Azzam en faisait partie, Oussama Ben Laden aussi, et au départ il y avait assez peu en fait de volontaires. Et en 1984, Azzam a mis en place une structure qui s'appelle le Bureau des services et qui a été chargée de faciliter la venue de combattants du monde musulman et en particulier du monde arabe pour venir en aide aux Moudjahidines. Ce bureau des services était financé par Ben Laden et Azzam, qui était un théologien, a aussi édicté une fatwa à l'époque. Fatwa qui disait que lorsqu'un territoire musulman est attaqué, il est une obligation individuelle pour les musulmans du monde entier, pour toute l'Oumma, de venir en aide aux habitants de ce territoire. Et ça a été vraiment une innovation doctrinale qui a déclenché, si on veut, le djihadisme international tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et en fait, ce bureau des services peut être considéré en quelque sorte, même si c'est un peu une simplification, comme l'ancêtre d'Al-Qaïda. En réalité, vraiment, ce qui a été appelé Al-Qaïda au départ, c'était les membres d'un camp d'entraînement, disons de force spéciale djihadiste, on peut le formuler là encore de manière un peu simpliste, mis en place pour le coup directement par Ben Laden. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la guerre contre l'Union soviétique, les djihadistes qui avaient pris part à ce combat et qui étaient venus en aide aux Moudjahidines afghans sont rentrés dans leur pays, ce qui a contribué aux dynamiques conflictuelles sur un certain nombre de théâtres, notamment en Algérie pendant la décennie noire. Ben Laden lui-même est rentré en Arabie Saoudite et il a proposé ses services au royaume saoudien au moment de la guerre du Golfe de 1990. Donc je rappelle, la crise du Golfe démarre avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Saddam Hussein menace peut-être à l'époque de continuer son expansion vers l'Arabie Saoudite et donc Ben Laden fait une proposition de service à la cour. La cour refuse et fait appel aux États-Unis pour protéger le royaume, ce qui a donc amené des centaines de milliers de militaires américains à venir sur cette zone et à prendre part à la guerre du Golfe. Ben Laden a pris ça véritablement comme une trahison. Pour lui, la famille royale saoudienne a fait venir les infidèles en terre d'islam, en terre sacrée, la péninsule arabique, et il a d'abord rompu avec la famille royale saoudienne avant ensuite de déclarer le djihad aux États-Unis. Sa déclaration de djihad, elle date de 1996. À cette époque-là, 1996, c'est l'année où Ben Laden rejoint l'Afghanistan. Ben Laden, à partir de là, développe des camps d'entraînement, ce qu'on appelle traditionnellement les camps d'entraînement d'Al-Qaïda, et il planifie également des attentats anti-américains. Les plus connus, ce sont les attentats contre les ambassades américaines de Nairobi et Dar es Salaam en 98 et contre l'USS Cole, un bâtiment de guerre américain qui était au mouillage dans le port d'Aden au Yémen. Et puis ensuite, il y a eu évidemment les attentats du 11 septembre 2001. Les talibans n'étaient vraisemblablement pas au courant de ces attentats, mais ils ont refusé quand même de livrer Ben Laden quand les Américains l'ont demandé. Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we understand, and we will not allow them to do so. Voilà où on en est en 2001, au moment du 11 septembre. Ensuite viennent donc les attentats, la réplique américaine avec la guerre globale contre le terrorisme et le déclenchement de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan. Très rapidement, le régime des talibans est balayé, les camps d'entraînement d'Al-Qaïda sont détruits, donc Al-Qaïda perd son sanctuaire afghan et on estime que 80% des combattants de la mouvance Al-Qaïda sont alors soit tués, soit arrêtés. Et par ailleurs, les grands chefs sont obligés de fuir, de se terrer dans la clandestinité avec une épée de Damoclès permanente sur leur tête. Al-Qaïda, pour survivre,
a eu une stratégie de décentralisation qui a consisté d'une part à ouvrir des filiales dans différentes régions du monde et d'autre part à investir massivement dans la propagande sur Internet et au-delà de la propagande dans la diffusion de messages stratégiques et de conseils tactiques pour susciter des vocations terroristes, notamment dans les pays occidentaux. Et la première filiale, elle a été créée en Irak en 2004 et probablement la grande erreur de ce début de guerre globale contre le terrorisme a été le déclenchement de la guerre en Irak par les États-Unis en 2003, qui a véritablement permis à la mouvance Al-Qaïda de se relancer. J'ai parlé d'Al-Qaïda en Irak. Le leader d'Al-Qaïda en Irak, Zarqawi, a été tué en 2006 et 2 émirs lui ont succédé qui ont à ce moment-là proclamé l'État islamique d'Irak. Mais ce groupe s'est révélé totalement inefficace, extrêmement brutal, s'est mis les populations à dos et les 2 émirs en question ont fini par être éliminés en 2010. Leur a succédé quelqu'un d'un tout autre calibre, Abu Bakr al-Baghdadi, qu'on connaît évidemment encore aujourd'hui puisqu'il a été le calife de Daesh. Mais en 2010, Daesh n'existait pas. Et Baghdadi, en fait, a profité des déstabilisations liées au printemps arabe de 2011 pour développer son mouvement. Alors lui-même est irakien, mais il a envoyé un de ses émissaires en 2011 en Syrie et le groupe de cet émissaire s'est développé. Ils l'ont pas appelé État islamique à l'époque en Syrie parce que justement l'État islamique d'Irak avait très mauvaise réputation. Ce groupe en Syrie s'est appelé Jabhat al-Nusra. Et il a plutôt bien fonctionné dans l'insurrection et le leader du groupe, Jolani, a voulu s'autonomiser. Baghdadi l'a pas entendu de cette oreille et en 2013, il a fait une déclaration publique pour dire que Jabhat al-Nusra était en fait une émanation de l'État islamique d'Irak et que les 2 groupes seraient désormais réunis sous une même bannière, celle de l'État islamique en Irak et au Levant, le IIL. Jolani n'a pas accepté cette annonce de Baghdadi. Il a fait appel au chef d'Al-Qaïda pour trancher le différend. Et Zawahiri a tranché le différend en disant que Jabhat al-Nusra devait rester en Syrie et serait la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie, tandis que l'État islamique d'Irak devait rester en Irak sous la direction de Baghdadi et serait la branche donc de Al-Qaïda en Irak. Mais Baghdadi a refusé cette sentence de Zawahiri et ça a été à ce moment-là le grand schisme dans la mouvance djihadiste, avec d'un côté Al-Qaïda et de l'autre le nouveau groupe dirigé par Baghdadi, Daesh.